Bonjour et merci de nous recevoir dans votre émission littéraire Bokino. Aujourd'hui, Bokino reçoit encore une jeune dame, Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, elle s'appelle. Elle vient nous présenter un lion en cage. Mais ne vous en faites pas, elle ne parle pas d'animaux. Ndeye Marie, bonjour. Bonjour Maïmouna. Alors, présentez-vous à nos internautes. Alors, je m'appelle Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, j'ai 20 ans, je suis étudiante en mathématiques informatiques et écrivaine, auteure du roman Un lion en cage qui est paru en juin 2016 aux éditions Harmattan Sénégal. D'accord, c'est votre tout premier bébé, si je peux dire. Parlez-nous un peu de Un lion en cage. Alors, Un lion en cage, c'est un roman entrecoupé de poésie qui parle de l'histoire d'un jeune homme du nom de Adama, qui, comme tous les jeunes, va nourrir le rêve de fortune et va être confronté aux différents maux de la société. D'accord. Par exemple, Adama va essayer à l'immigration. Avant d'en venir au fond de l'histoire, vous avez tout de suite dit que le roman était entrecoupé de poésie. Dites-nous comment vous faites pour cela. Alors, disons que j'ai développé deux styles grâce à ma petite expérience littéraire et je suis très portée par la poésie. Cette fois-ci, j'ai eu l'inspiration d'écrire un roman, mais j'ai voulu intégrer cette passion de la poésie dans mon roman. Un deux en un, quoi. Voilà. Quand vous parlez d'expérience littéraire, c'est quoi? Alors, l'expérience littéraire, ça a l'air un grand mot quand je le dis, mais disons que j'écris depuis déjà toute petite. Je n'avais pas eu l'occasion de publier un roman, comme je l'ai dit précédemment, mais aujourd'hui, je me suis sentie prête. Je publiais ce roman, mais j'écris depuis très longtemps. D'accord. Alors, un lion en cage, un lion, pour faire la métaphore d'un homme qui a voulu s'adonner à l'immigration. Dites-nous un peu comment Adama a procédé. Alors, tout d'abord, avant de s'adonner à l'immigration, Adama, c'est d'abord un jeune homme qui quitte son village natal, qui s'adonne à l'exode rural, qui est un phénomène qu'on observe souvent, qui va aller en ville, la tête remplie de rêves d'abord en ville, dans son propre pays, et qui va être confronté à l'inégalité sociale, à l'exploitation des classes ouvrières, qui va travailler sur un chantier et qui va subir la mort brutale de son compagnon de voyage, de son ami, de son frère, et qui va à partir de là nourrir le rêve de partir, d'aller vers un autre horizon. D'accord, alors il y a deux déplacements. Il a quitté son village pour la ville. Après la ville, c'est l'étranger. L'étranger, oui. Expliquez-nous un peu. Alors, dans ce roman, j'ai voulu montrer que la première destination pour quelqu'un qui vient de la campagne, c'est bien sûr la ville, parce que la ville symbolise un peu l'Eldorado. Mais lorsqu'il arrive en ville, il est confronté à la réalité, il est confronté à une exploitation. Et de là, il se dit que ce n'est pas ici mon idéal, il faut que j'aille ailleurs, encore plus loin. Alors, si l'idéal, c'est pas la ville, comment va se trouver l'étranger ? Alors l'étranger pour lui, comme c'est une nouvelle culture, un nouvel horizon, il se dit qu'il ne sera pas confronté aux mêmes réalités. Donc c'est là d'où vient le culte de... Et c'est là qu'intervient la cage. Quand vous dites que cela symbolise la société, les autres, comment Adama l'a vécu? Alors la cage, c'est depuis le début en fait, c'est la société elle-même. Adama est confronté à sa société, c'est-à-dire la société de son propre pays, qui est caractérisée par la lutte des classes, l'inégalité sociale, et la société de l'autre pays, qui est elle une société qui ne le comprend pas, une culture différente, une réalité différente. Alors, c'est pas que l'autre culture ne comprend pas Adama, mais peut-être à Adama de s'adapter, puisque lui, il a fait le déplacement, de les rejoindre. Alors, nous allons rester à l'exil. Dites-nous un peu comment vous avez imaginé la scène ou la vie d'Adama à l'étranger. Alors, comme on peut le dire, on est souvent confronté dans les médias, que ce soit dans les livres, au phénomène de l'exil, au phénomène du déplacement, parce que les êtres humains en tout temps ont su se déplacer, ont su être confrontés à de nouveaux pays. Le déplacement est naturel, on est toujours porté vers l'autre, l'autre culture, une autre destination, découvrir autre chose. Et voilà d'où est venue l'idée de l'exil, parce que c'est un phénomène tout à fait humain. Alors, je suis un peu sortie du fond pour revenir un peu au style. Il y a tout le temps des poèmes. Est-ce pour dire que les poèmes sont toujours en rapport avec le fil de l'histoire? Oui, bien sûr, en fait, les poèmes sont en cohésion totale avec l'histoire et voilà, c'est une façon en fait d'entrecouper le récit de moments beaucoup plus sensibles. Parce qu'en fait, à un moment où Adama est malade, vous amenez quelques vers sur la maladie. Oui, c'est en corrélation, tout à fait. D'accord. Est-ce pour entrecouper, comme vous dites, est-ce pour créer une sorte de cadence, une sorte de... Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ce style, de mélanger les deux?
Parce que je considère que l'être humain est fait de dualité. Et la dualité se trouve dans ce roman dans le sens où il y a la rudesse de l'histoire, l'exil, la mort, la maladie. Mais il y a aussi ce côté sensible de ma personnalité que je voulais extérioriser à travers la poésie. Et j'ai trouvé nécessaire le fait de mettre des poèmes. Voilà. D'accord, côté sensible comme toute femme peut-être. Voilà. Ok, tout à l'heure vous m'avez dit que vous écrivez sous le coup de l'émotion. Oui. Cela se comprend à travers votre réponse. Mhm. Alors, nous allons parler du retour parce que, faut le dire, quelqu'un qui prétend partir pense un jour à rentrer parce que c'était pour créer ou avoir quelque chose qu'il voulait partir. Parlez-nous un peu de l'exil, non, du retour de Adama. Alors, disons que ce retour est un retour forcé parce qu'il ne le prévoyait pas. Mais lorsqu'on arrive à un certain moment de son existence où on ne sait plus qui on est, on a ce besoin de retourner vers les sources, de retourner vers d'où l'on vient. Et il en avait besoin à ce moment-là, malgré cette quête qu'il a menée vers une fortune, c'est vrai, mais pas vers le bonheur. Et lorsqu'il s'est rendu compte que sa vie allait se terminer, qu'il était déraciné, qu'il ne savait plus qui il était, au fond, il a ressenti ce besoin de retourner vers sa terre. D'accord. Vous avez parlé de bonheur et de fortune. Quelque chose qu'on cherche tout le temps, mais sans pour autant pour pouvoir faire une certaine différence entre les deux notions. Oui. Entre chercher la fortune et chercher le bonheur, faut-il faire un choix? Il a fait le choix de retourner, même si tout n'allait bien, tout n'allait pas comme il le voulait, même si ses rêves ne s'étaient pas réalisés une fois là-bas. Dites-nous un peu comment s'est fait le retour et surtout, pourquoi vous avez dessiné le retour de cette sorte avec la tradition imposante? Parce que... disons, je vais répondre à la première partie d'abord, je pense. Déjà, lorsque j'ai écrit le retour, c'était pour un retour aux sources. Et on remarque que dès le début de l'histoire, Adama est ancré dans un traditionnalisme, c'est-à-dire qu'il vient d'un village et il y a la mise en exergue de la tradition et du fait qu'il a été élevé par un grand-père, par une mère, par un père. Donc un environnement familial idéal pour un jeune homme. Et lorsqu'il retourne chez lui, alors c'est comme s'il y avait un retour vers la tradition. C'est comme si la tradition réjaillissait. Ok, c'est comme s'il retrouvait une certaine paix en fait. Voilà, une paix intérieure. Alors, descente aux enfers, pourquoi? La descente aux enfers dans le sens où, comme vous l'avez souligné, il y a une dualité entre le bonheur d'un côté et la fortune. Exactement. Lorsque Adama quitte son pays, il ne cherche pas le bonheur, il cherche la fortune. Exactement. Mais il se rend compte au fur et à mesure que cette quête de la fortune n'est pas forcément la quête vers le bonheur. Parce qu'il s'imaginait que lorsqu'il serait riche, alors là, il deviendrait le plus heureux du monde. Exactement. Alors que les deux notions ne sont pas forcément liées. On peut être heureux, mais pas forcément riche. Et cette descente aux enfers, elle survient lorsqu'il se rend compte que finalement, cette quête de la fortune, cet idéal qu'il avait cherché tout le long de cette histoire n'était que chimère. Exactement. Pouvez-vous contextualiser l'histoire de Adama à nos frères ou à nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont bloqués dans les grandes boîtes françaises et qui peut-être ils hésitent à rentrer pour ne pas encore s'engouffrer dans la réalité sociale? Alors, je ne vais pas me poser en donneuse de leçons dans le sens où chacun a un vécu à l'extérieur dans un autre pays. Certains le vivent bien, certainement, certains le vivent moins bien. Et lorsqu'on le vit moins bien, il est essentiel de retourner chez soi, je pense, pour se ressourcer, pour savoir d'où l'on vient, afin de reprendre un nouveau départ dans la vie. Même pour certains qui le vivent bien, il est bien de se ressourcer. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, dites-nous un peu, ça c'était la forme du livre, non, c'était plutôt le fond. Vous pouvez faire un petit résumé pour attacher les gens. Alors, bon, comme je l'ai dit au début, Un lion en cage, c'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Adama. C'est une aventure humaine, c'est l'histoire de tout jeune homme dans un continent où parfois on est confronté à différents mots. Nous avons tous des rêves et ce rêve pour lui, c'était le rêve de la fortune, du succès. Il est parti de sa campagne natale et allé en ville, a été confronté à des inégalités et a décidé de s'exiler vers un Eldorado, un autre pays, une autre réalité. Et lorsqu'il est arrivé, il est tombé dans les pièges des pièges dont sont confrontés de nombreux compatriotes, c'est-à-dire les pièges de la drogue, de la mafia. Exactement. Il a rencontré un parrain local du nom de Vicento, un homme très pieux qui montre aussi le caractère
très étranges de l'être humain, c'est-à-dire qu'on peut être très ancré dans la religion et parfois très adhérer à certaines dérives. Ce parrain de la mafia locale va le mener vers vers ce milieu. Il va s'y intégrer, va s'y imposer, qui sera la cause de sa maladie. Va perdre ce parrain comme modèle et va finir par sombrer. Bien qu'il ait atteint cet idéal de fortune, eh bien, on se rend vite compte qu'à la fin, il avait envie de retourner chez lui, il avait envie de se ressourcer. Voilà. Et donc, le bonheur n'est-il pas chez soi, même si l'on n'est pas très riche? J'ai comme l'impression qu'il y a un message caché derrière. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui s'y essaient, aux jeunes qui y pensent? Eh bien, je pense que tout d'abord, on peut dire que le bonheur, il est déjà là où on est. Il est déjà dans la situation que l'on vit. Si l'on se sent bien là où on est, eh bien, on est dans le bonheur. On est ancré profondément dans le bonheur. Mais cela n'empêche pas de nourrir d'autres rêves, d'avoir d'autres ambitions. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est comprendre le bonheur qu'on a. C'est-à-dire la chance qu'on a de vivre dans son pays, avec ses parents, avec sa famille. Déjà. Et ensuite, aspirer à autre chose parce que l'être humain aspire toujours à plus. Au mieux. Voilà, exactement. Mieux. Et puis, le bonheur, il n'est pas loin en fait. Oui. Et puis, ça se dit que le plus riche d'entre vous, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Ça peut être n'importe quoi. Mais bon, ça, c'était le fond du livre, le livre de Ndeye-Marie Ndiéguène. Alors, Ndeye-Marie, pour l'édition, comment vous avez fait? Vous êtes édité par Harmattan au Sénégal en juin 2016. Dites-nous un peu comment s'est passé le protocole. Alors, disons que je n'étais pas très prompte à éditer mon roman, dans le sens où j'écris beaucoup, mais je n'avais pas nourri ce rêve d'être écrivaine en réalité. C'est un camarade de classe qui a vu mon roman dans mon ordinateur et qui m'a dit mais pourquoi tu ne le déposes pas? Et à partir de ce moment, bon, un jour on révisait, on allait à l'université de Dakar et on est passé devant la maison d'édition Harmattan. Il m'a dit mais tu peux déposer ton roman ici. Et on a imprimé le roman sur le coup. On est entré, j'ai déposé mon manuscrit sans laisser mes coordonnées. Je suis partie comme ça parce que je ne savais pas en réalité. C'était quelque chose de vraiment irréel pour moi. Et lorsque je n'ai pas été contactée, bon, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vois, c'était pas la peine de déposer ce roman. Oui. Mais au final, après, quand j'ai appelé la maison d'édition, ils m'ont dit, mais vous êtes parti sans laisser vos coordonnées. Et en 3 secondes, vous avez disparu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé très naturellement. Et après, s'en est suivi le travail d'accompagnement, la correction et tout ce qui peut. Exact. Donc, vous ne regrettez pas d'être passé à Harmattan? Bien sûr que non. Alors, c'est quoi votre dernier mot? Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, mon dernier mot, ce serait que, voilà, j'encourage tout le monde à entreprendre cette aventure parce que c'est une aventure extraordinaire. En tant qu'étudiante, je n'avais pas imaginé qu'un jour je serais là dans une émission en train de parler de mon roman. C'est quelque chose d'extraordinaire et j'invite tous les jeunes à écrire et à s'intéresser à la littérature parce que c'est quelque chose de vraiment fondamental et de vraiment intéressant. Et s'il y a des luttes que je voudrais mener, c'est forcément la lutte pour la scolarisation des filles et pour aussi intéresser les filles à la littérature parce que je pense que c'est un formidable moyen de s'exprimer et d'extérioriser ce que nous sommes, des êtres pleins d'émotions et voilà. Exactement, je rappelle que Ndeye-Marie est étudiante en mathématiques, comme quoi qu'il n'y a pas que la science. vous alliez les deux et ça vous va tellement bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur Bouquinons, Ndeye-Marie. Merci à vous. Bonne chance pour le reste. Je sais qu'il y en a d'autres puisque vous écrivez beaucoup comme vous avez dit. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour ce Bouquinons d'aujourd'hui. À bientôt.